Et je suis content aussi d'accueillir. Alors, l'année dernière, avait montré un premier élément, et donc là, on accueille des chercheurs du LabCos. Pour ceux qui ne le savent pas, l'université est en train de revoir ses modes organiques de structuration avec ce qu'on appelle la création d'écoles universitaires de recherche. Et en fait, on a la chance de pouvoir avoir construit au sein de notre université Côte d'Azur un écosystème en santé qu'on appelle Healthy, pour Health Ecosystem. Le Y de écosystème fait le Y de Healthy. Et dedans, il y a effectivement donc le LabCos, le STAPS et l'univers de la santé. Merci, Damien, d'avoir accepté un petit peu au dépoté de nous faire cette présentation-là dans une séance qui va, je l'espère, pointer un certain nombre d'éléments. La question qui est sous-jacente, c'est est-ce que le patient peut tricher quand il joue à un jeu? Ouais, alors j'ai brassé un peu plus large que ça en fait, mais ok. Brasse. Ouais, c'est ça. Donc bonjour tout le monde, donc merci pour cette invitation. Moi je suis enseignant-chercheur en fait en neuropsychologie et en psychopathologie cognitive à l'UCA. Et donc je vais vous parler, alors non pas de jeux sérieux, enfin ça sera ma dernière diapo, mais je me suis plutôt intéressé à l'impact qu'ont les jeux commerciaux en fait sur la cognition au sens vraiment général du terme, donc en termes de mémoire, en termes d'attention, même si je serai assez rapide là-dessus, et aussi sur ce qu'on appelle la cognition sociale, alors qui est plus mon domaine de recherche, donc je vais un peu plus m'étendre là-dessus. Et puis je vais essayer de vous démontrer que oui, c'est intéressant de s'intéresser à la cognition sociale dans le cadre des jeux. Donc la question un peu derrière, c'est est-ce que les jeux commerciaux impliquent ce genre de processus, et est-ce qu'au final, les joueurs que vous êtes peut-être, vu l'âge, j'imagine que oui, est-ce que vous êtes des gens surentraînés en cognition sociale à force de jouer à ce genre de jeu-là? Bon, je vais juste commencer assez brièvement en parlant de cognition générale. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'études, il y a même des méta-analyses qui sont sorties et qui montrent qu'il y a plutôt un effet positif des jeux vidéo, et notamment des jeux vidéo d'action, sur la cognition, notamment sur l'attention, donc l'attention soutenue, l'attention sélective, etc., puis sur la mémoire aussi. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, peut-être que vous ne voyez pas, mais on a des tâches alors, qui n'ont rien à voir en termes de complexité avec les jeux vidéo, bien sûr, mais qui sont des tâches de recherche, et donc sur des tâches, par exemple, où il vous faut déterminer, détecter, en fait, une cible parmi des distracteurs, on va voir que les joueurs par rapport à des groupes de non-joueurs vont avoir certes des performances qui sont au même niveau, mais par contre ils vont répondre beaucoup plus rapidement. Donc ça sera une amélioration de performance plutôt en termes de vitesse d'exécution dans ce genre de tâches-là. Et puis on a la même chose pour des tâches d'attention spatiale, de mémoire de travail visuel, donc la mémoire à court terme qui permet de manipuler l'information visuelle. Donc il montre tout le temps un avantage chez les joueurs de jeux d'action. Alors pourquoi les jeux d'action? Parce que effectivement c'est ce genre de jeu qui va impliquer ces processus-là, attentionnels, mnésiques, puisqu'effectivement généralement il faut savoir détecter des cibles assez rapidement pour pouvoir leur tirer dessus, les éliminer, ou il faut se repérer dans un espace virtuel. Donc c'est vrai que ce genre de jeu est associé donc à une amélioration des performances en attention, en mémoire chez les joueurs par rapport à des non-joueurs. Donc on a ce genre d'arguments comportementaux, mais avec le développement des techniques d'imagerie, on commence à avoir des arguments de nature neuroanatomique, avec ici une étude assez récente qui montre que, alors toujours pareil, chez un groupe de joueurs par rapport à des non-joueurs, on va avoir carrément des effets en termes de connexion neuroanatomique. Donc en termes de nombre de fibres blanches qui relient différentes régions cérébrales entre elles au sein d'un même réseau. Donc ici par exemple c'est un réseau sur l'attention visuelle, l'attention spatiale.
Et donc en moyenne, le groupe de joueurs vont avoir un nombre de fibres blanches dans ce réseau-là qui est plus élevé que les non-joueurs. Et ce qui est intéressant, c'est que cette étude montre aussi que cette augmentation en termes de connectivité anatomique, elle est corrélée positivement en fait au temps passé à jouer. Donc plus vous êtes un joueur expérimenté, plus vous allez renforcer en fait ce réseau-là, et donc vous allez avoir une connectivité anatomique qui va être accrue par rapport à quelqu'un qui n'a pas d'expérience de jeu. Donc justement, là, la question, c'est de savoir si on a le même type d'impact pour ce qu'on appelle des processus socio-cognitifs. Donc ce sont tous les processus qui vont rentrer dans le vaste champ d'études de la cognition sociale. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la cognition sociale, mais je vais faire en gros une petite parenthèse pour vous présenter deux habiletés en fait majeures de la cognition sociale. Donc la cognition sociale, c'est l'ensemble finalement des processus affectifs et cognitifs qui sont plus particulièrement impliqués lors de nos interactions sociales au quotidien. Et donc ça va impliquer des processus d'assez bas niveau, comme par exemple détecter le mouvement humain, de discriminer différentes émotions à partir des expressions faciales, etc., jusqu'à des choses beaucoup plus complexes, comme ce qu'on va appeler la théorie de l'esprit, donc sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, ou le comportement empathique, par exemple. Donc là je commence ma parenthèse donc en vous présentant un petit peu ce que c'est que ces deux derniers processus un peu complexes. Donc d'un côté on a la théorie de l'esprit qui est en fait notre capacité à comprendre, à expliquer, voire même à prédire le comportement de quelqu'un en lui prêtant ce qu'on appelle des états mentaux. Donc les états mentaux, ça peut être des désirs, des croyances, des intentions. Et donc on va chercher cette intention à partir de ce qu'on observe, à partir de ce qu'on sait du sujet, à partir de la situation dans laquelle il se trouve. Donc en laboratoire, on a différents tests évidemment qui évaluent ce genre de capacité. Donc là, je vous en présente juste deux exemples assez différents. Donc le premier, c'est celui du haut avec une tâche dans laquelle on demande au sujet de comprendre des courtes histoires sous forme de bande dessinée. Et pour comprendre cette histoire, il faut arriver à déterminer quelle est l'intention du personnage principal. Donc ça, c'est une tâche relativement simple quand même. Et on a des tests un peu plus complexes, comme ce qu'on appelle la ICE Task, qui est une tâche très connue en fait en théorie de l'esprit, où il s'agit là de déterminer les états mentaux complexes de quelqu'un sur la simple observation de son regard. Donc là, c'est une tâche un peu plus compliquée. Donc, en se servant de ce genre de tâches, et puis donc plein d'autres que je n'ai pas présentées, on sait aujourd'hui quelles sont les régions cérébrales qui sous-tendent en fait ces capacités. Et donc, on a deux régions majeures qui sont retrouvées quasi systématiquement en fait quand on fait ce genre d'études en IRM fonctionnel par exemple, qui sont la partie préfrontale médiane, voilà ici. Et puis les jonctions temporopariétales, donc vraiment la partie à la jonction, comme son nom l'indique, du lobe pariétal et du lobe temporal. On a d'autres régions qui se rajoutent à ce réseau-là, qui sont elles un peu plus dépendantes de la tâche qu'on va utiliser. Donc le précuneus sur la face médiane postérieure, et puis la partie antérieure des lobes temporaux, donc les pôles temporaux. Donc là on a un réseau, le réseau neuroanatomique on va dire, de ce qui nous permet justement d'aller lire les intentions des autres. Concernant l'empathie cette fois-ci, donc là aussi c'est une faculté assez complexe qui peut être définie comme étant notre capacité à la fois à partager et à comprendre les émotions d'autrui. Donc en fait cette définition elle va reposer sur l'existence aujourd'hui de nombreux modèles neuroscientifiques de l'empathie qui postulent qu'il y a deux types de processus qui sont à l'œuvre, qui sous-tendent en fait ce comportement empathique. D'une part, on a des processus affectifs assez automatisés qui vous permettent de partager l'émotion avec autrui. C'est en quelque sorte de la contagion émotionnelle, donc on subit en quelque sorte l'émotion de l'autre. Et puis l'autre partie des processus sont des processus cognitifs, pas du tout automatisés cette fois-ci, qui sont plus de l'inférence, de l'imagination de l'état émotionnel d'autrui dans un contexte donné. Donc on a accès à l'émotion d'autrui, mais d'une autre façon. Et donc, généralement, dans la recherche, on va utiliser l'exemple de l'empathie pour la douleur pour étudier ce genre de processus, avec des tâches assez simples dans lesquelles on montre soit des mains et des pieds dans des situations douloureuses, soit carrément l'expression en fait, de personnes qui ressentent de la douleur.
Et donc là, toujours pareil, on est arrivé à déterminer les réseaux cérébraux qui sont impliqués dans chacun des deux types de processus. Donc là, la question, c'est en gros, ça ne va pas marcher, voilà. C'est dans quelle mesure les jeux vidéo, y compris les jeux vidéo récents, vont impliquer ce genre de processus, et donc en quelque sorte, est-ce que le fait de jouer à ces jeux vidéo-là vont permettre d'entraîner ces processus socio-cognitifs. Donc là, bon, c'est de manière très schématisée une espèce d'évolution chronologique des jeux vidéo commerciaux. Trop tôt. Et donc en fait, il y a deux, moi je vois deux raisons majeures pour dire que oui, effectivement, on a des processus de théorie de l'esprit qui sont impliqués dans ce genre de jeu. Quand on regarde cette évolution, on s'aperçoit qu'en fait, on joue de moins en moins contre un ordinateur, mais en fait de plus en plus contre un autre joueur. Donc cet autre joueur fait que on va considérer ses intentions. Donc le cerveau du joueur va se mettre un peu en condition sociale et va être en prédisposition, donc on appelle ça intentional stance. Donc en gros on va considérer l'autre comme un agent intentionnel. Et donc ça évidemment ça va être accompagné, donc c'est prouvé aujourd'hui, par l'activation des régions que je vous ai présentées juste avant. Donc c'est ce qu'a remarqué Gallagher en 2002 dans une simple version du jeu pierre-feuille-ciseaux. Donc on est loin de la complexité des jeux commerciaux, mais dans cette version informatisée dans laquelle un groupe de sujets jouait vraiment contre un ordinateur, l'autre aussi, mais on leur disait qu'en fait c'était une autre personne qui était derrière. Et donc en faisant cette tâche-là en IRM fonctionnel, on voit effectivement qu'il y a des régions qui sont spécifiques à la théorie de l'esprit, qui vont s'activer uniquement quand on dit à l'autre joueur qu'il joue contre une autre personne par rapport à la condition où on lui dit qu'il joue contre un ordinateur. Bon, ce résultat il a été répliqué pas mal de fois. Là, je vous présente juste un exemple en 2010 où on a à la fois une activation préférentielle du cortex médian préfrontal et de l'injonction temporopariétale dans la condition humaine par rapport à la condition ordinateur. La deuxième raison, c'est que, alors, en plus de jouer de plus en plus contre une autre personne, on joue de plus en plus en équipe et maintenant le plus souvent contre une autre équipe adverse. Et donc ça va impliquer qu'on ait des processus de type coopération et compétition. Donc compétition généralement pour essayer de voir si l'autre équipe triche, nous ment, etc. Donc ces aspects de coopération et de compétition vont être très liés en fait à nos capacités de théorie de l'esprit. Là, je vous présente une étude, pareil, en neuroimagerie. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail du paradigme, mais en gros, c'est la même chose. C'est une version un peu, une variante, en fait, du jeu pierre-feuille-ciseaux. Et les auteurs montrent qu'en fait, les interactions, qu'elles soient de nature collaborative, donc dans le cas où les deux joueurs avec le même objectif, ou compétitives, donc dans le cas où ils avaient des objectifs opposés, ces interactions vont impliquer des processus de type théorie de l'esprit. Pour illustrer l'implication en fait, des processus de théorie de l'esprit dans l'aspect compétition, à quoi elle nous sert cette théorie de l'esprit ? Justement à venir interroger les intentions de l'adversaire pour savoir si ces intentions sont sincères ou si l'adversaire triche et a une stratégie un peu de mensonge pour essayer de gagner. Donc là, pour illustrer cet aspect-là, je vous ai pris une étude plutôt dans le domaine du marketing en fait. Il y a beaucoup d'études qui sont faites avec la neuroimagerie maintenant en neuromarketing. Donc c'est une étude dans laquelle on va venir mesurer l'activité cérébrale pendant que, donc ça c'est des consommateurs et on va leur présenter 3 types de publicités. Des publicités qui sont tout à fait crédibles, des publicités où en fait on ne sait pas trop, elles sont moyennement crédibles et des publicités qui sont clairement mensongères. Et donc là les auteurs ils ont observé que finalement on avait une activité du réseau de la théorie de l'esprit, typiquement dans les publicités moyennement crédibles, donc celles qui en fait suscitaient le plus d'interrogations et dans lesquelles il fallait vraiment s'interroger sur les véritables intentions du vendeur en fait.
Pour l'aspect plus collaboration, là, ça me permet d'introduire une notion qui est l'intelligence collective, qui est donc mise en jeu dans les jeux aujourd'hui, les jeux de réseau notamment. Donc l'intelligence collective, ça a été mis en évidence par Woolley, donc sur la base d'études en psychologie sociale et en management. Et donc ces auteurs-là ont identifié finalement un facteur statistique unique qu'ils ont appelé intelligence collective, qui par analogie en fait à l'intelligence individuelle va être définie comme la capacité d'un groupe finalement à résoudre un certain nombre de problèmes de manière solidaire, et puis donc ces capacités prédisent en fait les performances à d'autres types de tests, etc. Donc je rentre pas trop dans le détail, mais en tout cas ces auteurs montrent que cette intelligence collective elle va être corrélée aux performances moyennes en théorie de l'esprit des membres du groupe. Donc plus le groupe a des performances en théorie de l'esprit élevées, plus ils vont être capables finalement de collaborer ensemble et d'avoir une intelligence collective qui va donc émerger. Quelques années plus tard, cette notion d'intelligence collective est appliquée aux jeux vidéo, et notamment dans les jeux vidéo d'action, comme ici, donc c'est League of Legends, où on va jouer en équipe. Et donc là, les auteurs montrent qu'effectivement, il y a également un facteur, donc l'intelligence collective durant le jeu, et que cette intelligence collective prédit les performances au jeu League of Legends. Puis dans le même temps, on a d'autres auteurs qui ont montré que les performances en théorie de l'esprit prédisent elles-mêmes l'intelligence collective, qui elle prédit les performances au jeu. Donc on a cette sorte de lien entre les capacités de théorie de l'esprit, l'intelligence collective et la performance dans des jeux qui impliquent cette collaboration. Bon, donc là, jusque-là, je vous ai montré des études qui, justement, essaient de relier ces aspects cognition sociale avec les réseaux cérébraux qui vont avec, et les performances de jeu. Donc, il laisse sous-entendre que plus, effectivement, on va être expert dans ce type de jeu, plus peut-être qu'on va être surentraîné au niveau des processus neuro- et socio-cognitifs. Sauf que, quand on regarde l'évolution des jeux qu'on avait tout à l'heure, on s'aperçoit aussi qu'il y a de plus en plus de violence dans ce genre de jeu. Et donc ça pose la question de l'impact de cette violence sur des processus socio-cognitifs comme l'empathie ou le comportement prosocial par exemple. Donc là en fait la réponse à cette question elle est pas totalement tranchée parce qu'on a en gros deux clans avec d'une part des études qui montrent qu'il y a de gros impacts négatifs donc comme ici, donc là c'est une méta-analyse quand même sur 136 études qui montrent qu'il y a des impacts négatifs de cette violence dans les jeux sur le comportement prosocial des joueurs, sur les affects, sur l'empathie, etc. Avec même des arguments d'ordre physiologique où on montre des désensibilisations à l'aide des mesures de fréquence cardiaque, de réponse électrodermale, une désensibilisation à la violence dans la vie réelle après seulement 20 minutes de jeu violent. Et on a même des arguments neurofonctionnels où on voit une perte de connectivité fonctionnelle, donc à quel point les les régions en fait se parlent entre elles suite à un jeu violent par rapport à un autre groupe qui joue au même jeu mais dans sa version non violente. Et donc il y a d'autres études au contraire qui vont montrer une absence d'impact. Donc je pense que la différence, elle se fait au niveau de la population étudiée aussi, parce que dans les études d'avance, ils étudiaient ça chez des ados, et là c'est plus une étude chez l'adulte. Donc qui montre qu'il n'y a aucun impact, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs, donc ni sur l'empathie, ni sur les affects, etc. Donc eux, ils ont comparé un groupe de joueurs qui jouaient à des jeux violents du style GTA avec des joueurs qui jouaient à des jeux non violents du genre des Sims et un groupe de non-joueurs en fait. Donc ils n'ont eu aucune différence entre leurs groupes en ce qui concerne les affects, l'empathie, etc. Et puis ce résultat, il a été appuyé par une étude très récente par le même groupe, cette fois-ci en neuroimagerie, dans laquelle donc, ils ont proposé aux trois mêmes groupes finalement de résoudre cette tâche d'empathie, donc celle que je vous ai présentée tout à l'heure sur les mains avec des situations douloureuses ou pas. Et ils ont mesuré l'activité cérébrale, et là encore une fois, ils n'ont pas trouvé de différence entre leurs groupes en termes d'activité cérébrale dans ce réseau de l'empathie, ce qui donc appuyait leur conclusion du fait qu'il n'y a pas d'impact de la violence des jeux. Donc malgré ce manque d'impact,
ce manque d'impact. Malgré ça, il y a quand même des jeux sérieux qui commencent à être développés et qui ciblent en fait les capacités de cognition sociale et notamment l'empathie. Donc là, je vous montre un exemple assez récent d'un jeu, donc c'est Crystal of Kedor, qui va cibler en fait les adolescents. Alors là, c'est des adolescents sains et qui va essayer de cibler. Donc, je vais pas rentrer dans le jeu là, c'est pas mon propos, mais qui va cibler sur par exemple l'empathie, la reconnaissance des émotions faciales du personnage principal, etc. Et donc là, bon, les auteurs montrent surtout des résultats, non pas en termes comportementaux, mais plutôt d'activation cérébrale, de connectivité cérébrale. Donc ça a été très bien publié, mais je pense que c'est aussi parce que c'est un gros groupe et que c'est la première étude en fait du genre, parce que les résultats sont pas non plus extraordinaires. Mais je trouve que c'est quand même une belle une belle perspective d'études, notamment, alors peut-être pas chez les ados sains ou quoique, mais moi je vois plus en termes de psychopathologie, puisque les troubles de la cognition sociale font partie des troubles cognitifs qui sont les plus associés au handicap social ou dysfonctionnement social dans plusieurs pathologies, donc la schizophrénie, l'autisme, les troubles bipolaires, etc. Donc je trouve que c'est une belle perspective assez motivante. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Damien. Moi, j'ai plein de questions à poser. Si... Bonjour. Moi, je voudrais vous poser une question par rapport à toutes les études qui ont été citées. On s'intéressait plutôt à quel type de population ? Alors, dans lesquelles, parce qu'il y a vraiment... Dans les dernières, là, sur la violence. Alors, un petit peu toutes, parce que du coup, ouais. Moi, de formation, je suis sage-femme, et on nous met des grandes alertes sur tout ce qui est jeunes enfants, et particulièrement, moi, j'en vois beaucoup passer en dessous des 7 ans, où on nous conseille carrément de limiter au maximum tout ce qui est jeux vidéo et écran. On nous parle même d'éviter tout écran avant 3 ans. Et du coup, je voulais juste savoir quels étaient les publics. Alors, dans les premières études sur la neurocognition, typiquement, c'est une population ado, en fait, où, effectivement, les impacts positifs, c'est plus en termes justement de développement. Donc, on voit que les adolescents qui jouent ont des capacités qui, normalement, se développent un petit peu plus tard. En fait. Donc, il y a une espèce de précocité en termes de compétences attentionnelles, mnésiques, etc. Après, sur les aspects violence, je vous ai dit, il y a en gros 2 groupes. Il y a un aspect, des gens qui ont étudié plutôt les ados, qui montrent qu'il y a plutôt un impact effectivement de la violence sur leur comportement empathique et prosocial. Par contre, les études chez l'adulte montrent qu'il y a une absence d'effet, y compris à long terme en fait. Donc, je pense que c'est aussi lié effectivement à cette question-là, le fait qu'il y ait des résultats aussi différents. Après, tout le reste, c'est des études en imagerie sur des capacités. Donc là, c'était plutôt chez l'adulte en fait. Ouais. Mais en tout cas, c'est population saine toujours. Ouais. Enfin, saine. Je sais pas. Sans pathologie. Sans connue, pathologie, exactement. Déclaré. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Oui. J'avais plutôt une question de méthodologie sur la manière dont vous procédez pour identifier les états mentaux et caractériser leur complexité, à la fois d'un point de vue biologique et mettre en relation les observations de l'imagerie, notamment avec les concepts, notamment leur construction sociale. Comment ça fonctionne ? Alors, ça c'est plus top. Comment est-ce que... En fait, c'est des tests qui sont validés, survalidés maintenant. Donc, c'est en fonction vraiment du type de stimulus, la consigne qu'on va donner au sujet. Donc, soit on va plutôt orienter sur essayer d'attribuer l'intention du sujet. On a des tests de fausses croyances cette fois-ci. Donc, là, c'est pas exactement le même état mental, mais il y a des études qui montrent que quel que soit l'état mental, le mécanisme qu'il y a derrière, en fait, va impliquer des réseaux assez similaires, en fait. Donc,
Dans le cas des émotions, c'est peut-être un peu différent parce qu'effectivement là, ça fait appel à d'autres circuits. Mais c'est vraiment, ça dépend de la nature du test qu'on va proposer au sujet. Et puis quand on fait ce test-là avec des études en neuroimagerie, on va avoir accès aux régions qui sous-tendent en fait ces capacités-là. Donc je ne sais pas si c'est l'aspect biologique dont vous parlez, parce que au niveau biologique, moi je m'arrête en fait aux régions cérébrales, mais je pensais par exemple à croiser en fonction d'une définition de la violence dans tel ou tel type de population ou sur tel continent, est-ce qu'on aurait des imageries différentes? Voilà. Je peux pas, je sais pas. Il faudrait, c'est une étude en soi, en prenant en compte effectivement les différences culturelles, etc. Je pense pas que ça ait été fait encore, en tout cas à cette échelle-là. Oui, avec les échelles maintenant sociales de la violence, j'oserais dire, qui commencent à apparaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Percival. Oui. Il y a toujours un grand serpent de mer qui ressort pour les étudiants en santé, c'est que l'empathie diminuerait au fur et à mesure des années d'apprentissage. Il y a eu un certain nombre de papiers qui ont été publiés, mais souvent c'est assez faible au niveau, c'est plus du déclaratif. Et donc, est-ce qu'on a vu des tests, alors avec le couteau qui menace de couper la main, ou alors voyez le visage, qu'est-ce que vous imagineriez justement comme test, qu'est-ce que vous connaissez qui pourrait nous aider peut-être dans une étude longitudinale à voir chez des étudiants de santé, essayer d'évaluer leur empathie au fur et à mesure? En fait, ces tests-là sont déjà utilisés dans ce cadre-là. En fait, cette tâche spécifique commence à être utilisée pour des professionnels de santé. D'accord. Pour justement voir s'il y a des différences par rapport à la population générale. Donc je sais que ça a été utilisé chez des infirmières, chez les médecins en fait, et effectivement on a des cotations, parce que donc là la tâche, on monte ces images-là, puis on demande en fait à la personne de coter la douleur de la personne qui reçoit la douleur, et on a des cotations qui sont toujours plus basses en fait chez les médecins, chez les professionnels de santé que dans la population lambda en fait. Donc après on l'interprète comme on veut, mais en fait ce sont déjà des tests qui sont utilisés dans ce cadre-là. Et même en test-retest, donc sur une étude longitudinale, il y a des protocoles. Là, le protocole que je vous ai présenté, il est tout à fait classique. Il y en a d'autres, en fait, peut-être un peu plus élaborés, qui mesurent un peu d'autres aspects, mais qui sont plus complexes. En fait, là, je trouve que ça mesurait bien les deux types de processus. Donc, là, vous me posez une colle si vous me demandez d'inventer un nouveau protocole d'empathie pour... il faut que je réfléchisse. Cela vous semble pertinent? On peut déjà... Il commence à l'être, en tout cas. Donc, Oui, Hervé. c'est à l'autre bout. Ouais. Peut-être qu'il peut parler sans micro. Non, parce que c'est pour l'enregistrement. Ah, c'est pour l'enregistrement, pardon. Bonjour. Moi, ma question, elle aurait été plutôt sur, étant donné que ça montre qu'il n'y a pas de différence en termes de présence ou non d'empathie, mais est-ce qu'il y a une différence en termes de vitesse du processus empathique? Est-ce qu'on remarque que les personnes mettent plus de temps ou pas à être empathique lors de certaines réactions? Bon, ça c'est difficile à mesurer, la vitesse avec laquelle on est empathique, si ce n'est avec des techniques d'imagerie qui ont une résolution temporelle, donc comme l'EEG ou comme la MEG par exemple. À ma connaissance, il n'y a pas encore d'études qui utilisent ce genre de technique et qui comparent différents groupes, enfin en tout cas qui relie ça en fait au jeu. Ça existe, oui, chez le sujet ça, on connaît la chronométrie de ces activations-là, mais on ne les a pas encore comparées, on ne sait pas encore l'effet que ça peut avoir sur la chronométrie de la mise en place justement de ces activations cérébrales. Après, comportementalement parlant, c'est difficile de les mesurer parce qu'un simple temps de réaction sur cette tâche-là, je ne sais pas si ça traduit vraiment à quel point vous allez rapidement dans votre disposition empathique. Ça traduit que, oui, vous allez
côté la douleur, mais est-ce que c'est vraiment ça l'empathie? Je pense que c'est plus en termes de processus cérébral, et donc là je vous dis, on n'a pas de données actuellement sur l'impact d'un entraînement par les jeux vidéo sur cette chronométrie, on va dire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'avais plusieurs questions. La première, c'est qu'il m'est souvenu d'un reviewing d'articles qui utilisait donc le jeu vidéo pour mesurer la résilience d'un militaire. Et donc, il y avait des mesures qui étaient faites avec un t-shirt connecté, entre guillemets, où on récupérait la sueur. Et donc, je voulais savoir, effectivement, donc, pour revenir à la question de l'âge, il y a certains métiers pour lesquels l'empathie, je suis désolé, mais quand on est en train d'assurer la sécurité des Champs-Élysées, il n'y a pas d'empathie. Visuel. Et donc, est-ce que ça, c'est pas... Il devrait peut-être y en avoir. Un peu plus. Oui, mais c'est l'ordre. C'est par rapport... Et c'est pareil que le militaire. Je suis vraiment confus de dire ça. Je ne vais pas soulever un débat éthique, on viendra tout à l'heure, mais on est sur des gens dont la mission... Et c'est pour ça que je prenais le militaire. Est-ce que ces éléments-là, en fait, ont été utilisés pour... quelque part diagnostiquer le bon du mauvais militaire? Non. Là, vous donnez beaucoup de responsabilités aux neuroscientifiques. Mais c'était par rapport à cet article, en fait. Hein, on est d'accord. On utilise le jeu vidéo pour regarder si la personne, finalement, au bout de 3 fois où elle se fait tuer, la 4e, elle va continuer, parce que là, c'est plutôt dans ce sens-là que je voyais les choses. Là, c'est plutôt des outils de recherche. Moi, je suis assez prudent en ce qui concerne l'utilisation de ceci pour un diagnostic ou même... là, on ne parle pas de diagnostic, mais il y a quand même l'idée derrière, donc je ne me fierai pas qu'à ces indices-là pour conclure à quoi que ce soit, mais... Okay. Je n'ai pas d'autres éléments de réponse sur ce cas spécifique, mais... Après, j'avais une autre question qui m'a été suggérée par la mine du gars là, qui exprime la douleur. 2 choses. Quand j'étais jeune externe, on recevait plus souvent, enfin là j'étais en clinique et je recevais les laboratoires. Et fut un temps, donc il y avait toute une campagne sur le magnésium. D'ailleurs, ça continue avec des eaux particulièrement riches en magnésium. Et l'argument de vente était effectivement le avant-après sur la mine du patient. Donc ça, c'était il y a quelques décennies de cela. Mais tout récemment, et je crois que ça continue, en termes de neuromarketing, il y a une publicité qui utilise en fait l'empathie du spectateur pour pouvoir acheter un dentifrice. Oui, ça fait partie des dérives. Je ne vois pas. Mais si, il y a quelqu'un qui mange une glace. Ah oui. Avec la sensation, c'est ça. Ça marche. Et donc, quelque part... Parce qu'on me l'a soufflé, parce que sinon... C'est pas votre dentifrice, oui. Mais je vois, c'est sur la sensibilité au chaud, au froid, un truc comme ça. Oui. Et oui, mais c'est le début de la carie. Et donc, en fait, derrière, la porosité bon. Mais donc, ça veut dire qu'effectivement, on se sert de ces résultats-là pour dévier, en tout cas, pour prendre le message, pour construire un message. Et donc, ma dernière question, c'était, est-ce que de tout cela, lorsqu'on fait un travail pour un certain public, alors là on est sur des adolescents, la question est que, alors c'est sûr, la prévention, la sécurité sanitaire, ce matin on a vu des jeux pour des adultes, est-ce qu'on est capable chez l'adulte de faire renaître, entre guillemets, ou l'empathie. Cette capacité, on l'a vu avec les personnes qui étaient en rééducation, Chitopoly, etc. Et c'est extra. Enfin, derrière votre sujet de travail est extrêmement important. C'est une grande question et c'est celle qui va m'animer, je pense, dans les années à venir aussi. C'est qu'est-ce qu'on peut remédier l'empathie.
quand on regarde le jeu sérieux là, que j'ai présenté à la fin, il y en a qui ont déjà répondu et qui pensent que oui. Moi, je pense qu'on peut remédier certains processus qui sous-tendent l'empathie, certains plus que d'autres. Par exemple, justement, cette prise de perspective cognitive, donc l'aspect théorie de l'esprit, il y a beaucoup de programmes de remédiation qui existent et on peut remédier cette partie-là de l'empathie, on va dire. Après, considérant plutôt les processus automatisés, là, pour le coup, je suis un peu plus critique. Je ne suis pas sûr qu'on puisse réévaluer et remédier cette composante-là. Parce que pour rebondir sur ce qu'Alain Percival disait, ce qu'on a effectivement, et c'est assez impressionnant, tu l'avais montré l'année dernière, hein, sur l'étudiant qui interroge le patient et qui prend sa posture d'acteur finalement, et donc il paraît empathique alors qu'il ne l'est pas du tout. Il a, on va dire, une posture assez... quand on y repense à froid, ça fait effectivement froid dans le dos, mais ce qu'on constate aussi, c'est, j'oserais dire, un épuisement prématuré des équipes, un épuisement prématuré des professionnels. On les remet en situation de simulation. Alors, vous n'avez pas tout le périmètre et on pourra échanger ensuite là-dessus, mais on le remet en situation parce que si on a opéré le mauvais membre, en fait, manifestement, on a eu une erreur d'identité-vigilance, d'identité ou de dossier, et là, pour le coup, c'est tout le process. Et donc, on a, j'oserais dire, peut-être face à nous, des professionnels qui sont complètement assaillis par des, entre guillemets, des ordres paradoxaux, quelque part, et qui, finalement, vont, par leur... action ou inaction, entre guillemets, conduire à une situation à risque et que le risque survienne. Et je me posais la question, alors si vous l'avez fait chez effectivement des infirmières, le problème il est le suivant, c'est-à-dire que nous on essaye avec nos outils de simulation de leur faire renaître le côté équipe. Et j'ai un mauvais mot, quand je suis rentré externe à l'hôpital, j'avais l'impression, j'avais des équipes, j'étais intégré dans une équipe, maintenant que je les vois de l'extérieur, et même ceux qui le vivent de l'intérieur, on a des équipes désagrégées, qui sont finalement, et qui se rassurent en allant voir et en faisant leurs gestes techniques, c'est tout. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est un peu le constat. Et au moment où on parle de parcours patient, finalement, on prend prétexte que c'est au patient, finalement, de refaire le lien entre les professionnels. Et donc, je me posais la question, finalement, de ces éléments d'exploration pour pouvoir refaire naître. Alors, je ne sais pas, hein, vous disiez qu'il y a un nombre de connexions qui se recréent. C'est un peu le sens aussi du travail de Philippe Robert par rapport, on va dire, à l'atténuation de la destruction cognitive du process neurodégénératif, sachant qu'il est vraisemblablement inéluctable, je ne m'avancerai pas plus là-dessus, mais juste pour nos métiers, et on a bien vu ce matin avec Geoffrey sur la chambre des erreurs, on continue de faire des erreurs, et les pourcentages qu'il a montrés, moi, ne me satisfont pas, parce qu'on a 60% de gens qui ont répondu, c'est le tiers qui reste, avec des conséquences qui sont majeures. Alors, tout n'est pas dit dans les médias, heureusement, donc, mais il y a beaucoup d'accidents, jusqu'à des accidents, en fait, maintenant, pour lesquels le numérique, finalement, intervient. Et ce numérique, en fait, c'est l'erreur de prescription informatisée qui décuple complètement les faits. Voilà, c'était pour vous donner les éléments de réflexion. Donc l'utilité pour créer quelque chose qui va être utile, et j'en voulais pour preuve comment dirais-je, finalement la ludification du message marketing et qui repose sur vos théories, et puis d'un autre côté peut-être l'utilisation dans nos milieux professionnels, ou en tout cas tout un axe de recherche sur des jeunes qui se consacrent à une activité pour laquelle il y a vraisemblablement beaucoup de choses à créer, mais ensuite comment est-ce qu'on va permettre que ce réseau ne se redétruise pas
pour aboutir à 40 piges, à avoir des gens qui sont complètement saturés. Et on le voit, hein, et je le vois d'autant plus qu'en tant que gestionnaire d'une formation, on voit arriver en M2 des gens qui veulent se reconvertir. Donc ils ont fait ce diagnostic et je me dis, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas fait. Voilà, il y a tous ces éléments-là. Le champ est vaste. Hein. Ça arrive, c'est une question passionnante. Hein. C'est vrai que quand on essaie de rétablir autant que faire se peut ces capacités-là, il y a la question de est-ce que ça va fonctionner, mais aussi la question de combien de temps ça va perdurer. Et ça, c'est vraiment une question de recherche en soi, donc que ce soit pour les jeux vidéo ou la remédiation cognitive ou des choses comme ça. C'est vrai que généralement, on s'aperçoit qu'il y a une courbe qui descend très rapidement des effets positifs de l'intervention qu'on a. Et donc, on perd effectivement ces effets-là. Donc, c'est une question de recherche passionnante que d'essayer de savoir quels sont des déterminants qui permettent justement de faire perdurer cet effet positif, quoi. D'autres. Merci beaucoup, Damien. Merci de ce voyage au centre du cerveau, si on peut l'appeler comme ça. Et donc je vais maintenant faire appel à